Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé hier vendredi au lancement de travaux de sites devant abriter le 9e jeu de la francophonie. Déroulement de cette activité dans ce reportage. Les anciens se rassemblèrent dans le vestibule et l'invitèrent en lui disant « Mariko, Mariko, si tous les chasseurs agissaient comme toi, tu n'allais jamais... » La langue française, dans toute sa diversité et originalité au service du développement de pays francophones. Alors que la date du 19 août 2022 approche à grands pas, Kinshasa accélère le rythme et prépare ses espaces pour accueillir la 9e édition de ce grand rendez-vous des jeunes athlètes et artistes des pays ayant la langue française en commun. Le président de la République, premier sportif du pays, lui tient fermement à la réussite de ce jeu vitrine de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi s'est personnellement déplacé ce vendredi au mythique stade Tata Raphaël de la Kétule pour poser la première pierre qui va lancer les travaux des réhabilitations et préparations des sites retenus pour abriter ce jeu. Du complexe Tata Raphaël qui verra sortir de terre 12 bâtiments de 7 niveaux avec plus de 2300 chambres pour loger les délégations et 3 autres bâtiments pour les répétitions et entraînements des athlètes. Plusieurs autres espaces seront aménagés au stade de Martyr et à l'échangeur de Limété pour recevoir ces événements. Ces travaux, qui seront exécutés en 12 mois avec une main-d'œuvre totalement congolaise, vont servir le pays pendant de longues années. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, le ministre des Sports ou encore le vice-premier ministre de ZTPR qui ont tenu des discours ont affirmé à l'unanimité que ce jeu va redonner à la nation congolaise ses lettres de noblesse et ainsi honorer son statut de grand pays francophone du monde. Pour donner à l'Afrique l'un de ses plus grands événements, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, peut compter sur l'apport particulier des femmes africaines. Pour le haut représentant du chef de l'État à la francophonie, Didier Tshiyoyo, ces jeux constituent un moment de partage de valeurs autour de la langue française. Du 19 août au 28 août 2022, le Congo et particulièrement sa jeunesse accueilleront la jeunesse des pays francophones. Le Congo se mettra à la disposition de la jeunesse des pays francophones venus de la planète entière. Le Congo sera leur pays. La jeunesse congolaise indiquera à ses frères francophones qu'elle gardera dès lors les bras ouverts pour les accueillir en accord avec deux des valeurs cardinales de la francophonie, la solidarité et la diversité. Je vais également rajouter une qui fait partie des 5e éléments, l'amour. Plus de 40 ans après le combat du siècle qui opposait Mohamed Ali à George Foreman, Kinshasa a une fois de plus l'opportunité de se placer sur une orbite à travers ce 9e jeu de la francophonie qui fera affluer vers la RDC plus de 80 délégations et 4000 jeunes athlètes et artistes du monde entier. Le groupe américain Rockefeller veut investir en République démocratique du Congo. Une délégation des investisseurs américains a échangé avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce vendredi. L'essentiel de cette rencontre avec Fanny Kikoufi. En rencontrant le premier citoyen congolais, le groupe Rockefeller, une des plus grandes fortunes américaines, entend matérialiser sa volonté d'investir en République démocratique du Congo et participer ainsi à l'effort du chef de l'État dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Avec des capitaux frais, Rockefeller entend investir dans le domaine de l'agriculture et des mines. Ce projet a obtenu l'assentiment du chef de l'État. Maria Amoussa, ambassadrice du groupe, l'a confirmé devant la presse. Notre groupe s'est intéressé à aider le gouvernement à développer ces projets ici à RDC et nous sommes là pour donner notre disponibilité pour aider le chef d'État à développer ces projets. Le domaine pour le moment c'est l'agriculture et les mines. Le président nous a bien reçus, il est bien accordé avec nous.
Je pense qu'on pourrait faire notre métier d'affaires et dans une collaboration effective et bien. Motif de satisfaction également pour la cellule présidentielle chargée de mobiliser des partenariats stratégiques pour accompagner le programme de développement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre mission que le chef de l'État nous a confiée, c'est de faire le développement communautaire, mais aussi de mobiliser des partenariats stratégiques. C'est pour cette raison que nous avons donc amené le Rockefeller Holding ici pour venir accompagner le projet de développement du président de la République à travers la CAPUDC. L'entretien s'est très bien passé, l'audience nous a été accordée et il y a eu des engagements donc mutuels qui ont été pris et nous allons réaliser donc ce que nous avons eu avec les orientations du président de la République. Le groupe Rockefeller est constitué d'industriels, des banquiers et des acteurs politiques américains. Par ailleurs, le chef de l'État a reçu son ambassadeur accrédité en République du Congo. Christophe Muzungu est venu transmettre l'invitation du président Denis Sassou Nguesso qui souhaite voir son homologue Félix-Antoine Tshisekedi le vendredi prochain à Brazzaville en vue de participer à la cérémonie d'investiture après la présidentielle de mars dernier. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabounda a pris part à la célébration du premier anniversaire de l'Organisation des États d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique, premier anniversaire depuis le changement de la dénomination de cette organisation. Tout s'est passé en vidéoconférence. C'est depuis le 5 avril 2020 que le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique est devenu officiellement l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ce changement de dénomination fait suite à l'entrée en vigueur de l'accord de Georgetown révisé qui a été approuvé par le chef d'État et des gouvernements ACP lors de leur 9e sommet tenu en décembre 2019 à Nairobi au Kenya. Ce premier anniversaire auquel a pris part le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabounda, par visioconférence, a permis à tous les participants membres de l'OIACP de comprendre le nouvel accord de partenariat avec l'Union européenne qui favorisera bien entendu la création d'un instrument financier innovant pour soutenir le secteur privé dans ces pays membres. À titre de rappel, la 18e réunion régionale de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE qui s'est tenue du 20 au 22 février 2020 à Maseru au Lesotho, les députés avaient fait appel à la solidarité avec les pays en développement dans la lutte contre la Covid-19. Au Sénat, des élus ont pris connaissance du rapport de la commission ECOFIN et Bonne Gouvernance relatif à l'identification des projets de province à financer dans le cadre du programme sino-congolais. Sandra Nianki. Au cours de la séance plénière de ce vendredi, les élus des élus ont suivi avec attention le rapport de la commission ECOFIN et Bonne Gouvernance relatif à l'identification de projets de province à financer dans le cadre du programme sino-congolais, présenté par l'honorable Célestin Vunabandi. Présidée par le sénateur Moïse Ekanga, la commission avait comme mission d'étudier comment répartir équitablement les ressources additionnelles de l'ordre de 100 millions de dollars américains dégagés par la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat dans la loi des finances 2020 au titre du budget d'investissement à affecter à la réhabilitation et la construction des infrastructures socio-économiques dans 26 provinces. Prévu dans l'exercice budgétaire 2020, ce financement a été reconduit dans le budget 2021. Nous avons, dans le cadre de cette commission, chargé les présidents des groupes provinciaux de travailler dans le cadre des caucus provinciaux des sénateurs et des députés afin de dégager quelques projets qui pouvaient être pris en compte dans notre rapport. On a eu quelques difficultés d'abord au niveau des députés. Il y avait des dissensions au niveau des députés. Chaque député voulait avoir un projet dans son territoire. Il y a eu après un problème entre les députés et les sénateurs. Et enfin, il y avait aussi des divergences entre ce que le caucus des sénateurs et députés avait choisi avec ce qui est prévu au niveau du ministère du Plan.
Ayant pris en compte les interventions des uns et des autres, l'honorable président de la Chambre haute du Parlement a sollicité que la plénière accorde à la Commission une échéance d'1 semaine pour que cette dernière travaille avec les exécutifs provinciaux pour s'imprégner de leurs priorités et ceux du gouvernement central afin d'élaguer la contradiction entre le ministre du Plan et la primature. Nous avons demandé que toutes les préoccupations soient traitées au sein de la commission et elle est ouverte à tous les collègues. Peu avant la fin de la plénière, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a accordé la parole au sénateur Évariste Bochab pour présenter sa motion d'information. L'élu de Mweka, sur un ton ému, a dénoncé l'insécurité qui règne à Bakwakenga, son fief électoral, ayant déjà fait 40 morts, avec des femmes éventrées, enfants fracassés contre les murs, tout en condamnant le silence des institutions congolaises. Séance tenante, le président du Sénat, Modeste Bahati, a demandé qu'une mission d'enquête soit mise sur pied en urgence pour déterminer les responsabilités des uns et des autres. La prochaine plénière est prévue le lundi 12 avril 2021. Voilà, on reste au Sénat pour parler de cette série d'audiences que Modeste Bahati a accordée premièrement à une délégation des ingénieurs civils congolais, puis à la délégation syndicale de la Chambre haute du Parlement. La situation socio-professionnelle des agents de l'administration du Sénat a fait l'objet de la rencontre que Modeste Bahati a eue avec la délégation syndicale de la Chambre haute du Parlement le jeudi 8 avril 2021. L'échange qui s'est déroulé en toute convivialité a permis aux représentants des travailleurs de la Chambre haute du Parlement de présenter les problèmes auxquels ils sont confrontés au nouveau bureau. Très engagé à changer positivement l'image du Sénat, le bureau a réitéré son engagement à mieux faire pour redorer le blason de cette chambre de sages. Ce qui a réjoui les interlocuteurs de Modeste Bahati qui ont loué son sens élevé d'écoute en privilégiant le dialogue social. Le président du Sénat a émis le vœu de s'entretenir avec tous les personnels administratifs du Sénat au cours d'une rencontre qui sera programmée incessamment. Le président nous a rassuré de la bonne volonté du bureau de faire le maximum possible pour améliorer les conditions de travail et de vie des administratifs. Dès qu'il y a des possibilités, les moyens, le bureau va se consacrer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des administratifs. L'ingénieur civil congolais doit être reconnu à juste titre par les institutions de la République car il joue un rôle important dans la protection de la population. C'est ce qu'a dit la délégation des ingénieurs congolais à Modeste Bahati Lukwebo lors d'une audience conduite par le président de l'Ordre national des ingénieurs civils, Médard Ilunga Mwamba. Ils sont venus solliciter le soutien du président de la Chambre haute du Parlement congolais pour le rayonnement de leur coopération. Autre délégation reçue par le président de la Chambre haute du Parlement, c'est celle de l'ESBEL MP3, l'association de médecins de la promotion 2003 de l'université de Kinshasa. Ils sont venus féliciter leur membre d'honneur, le professeur Modeste Bahati, pour sa brillante élection à la tête du bureau du Sénat. La question sur la chaîne des dépenses dans le Lualaba est la dernière mission de l'inspecteur général de finances. Deux sujets au centre des échanges entre le gouverneur Mouyej et l'inspecteur Jules Alinguete. De précision avec Cédric Kenina. Il n'est plus apparu devant les caméras voilà plusieurs mois à cause de problèmes de santé. Richard Mouyej Manguez Mans, gouverneur de la province de Lualaba, fait son comeback. Pour cette première sortie, il répond à l'invitation de l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete. Un échange convivial qui a tourné autour de la dernière mission de l'IGF dans le Lualaba. Nous sommes très contents de voir le gouverneur rentrer au pays en très bonne santé, ça nous réjouit. Et vous savez, il y a quelques mois, l'inspection générale des finances était à la province de Lualaba pour faire un travail. Il est tout à fait normal que, comme il est rentré, que nous puissions avoir des échanges autour des observations et des recommandations que l'inspection générale des finances avait formulées et voir de quelle manière nous pourrions matérialiser certaines choses qui ont été relevées par l'inspection générale des finances. Le chef de l'exécutif provincial du Lualaba en a profité pour appeler à l'unité les filles et fils de son entité administrative. Bon, comme vous le voyez, ça n'a pas été facile.
je suis en train de reprendre. Les médecins ont estimé que je pouvais rentrer au pays. Et je suis rentré depuis 48 heures. Et là, je suis venu répondre à l'invitation de l'IGF. C'était une étape importante avant que je ne rentre en province. Et je crois que tout s'est bien déroulé. Il y a des faiblesses. Il y a un effort de redressement qu'il faut faire. Ils doivent nous faire confiance. Nous devons rapidement rétablir la confiance et la convivialité. On ne développe pas la province dans la division. Les deux parties se sont convenus de se retrouver cette fois dans le cadre d'une séance de travail autour des observations formulées par l'Inspection générale des finances et la mise en place d'une chaîne de la dépense selon les principes et normes. Le Conseil économique et social a adopté ce vendredi le calendrier de la session d'avril 2021, déroulement de la plénière du jour dans ce reportage signé Annie Mbalaka. Une semaine après l'ouverture solennelle de la session d'avril 2021, le Conseil économique et social vient de tenir le jeudi 8 avril 2021 sa première plénière de la dite session. Un seul point inscrit à l'ordre du jour, audition et adoption du calendrier de la session d'avril 2021. Après l'harmonisation, la plénière dirigée par le président Jean-Pierre Kiwakana a voté à l'unanimité le calendrier de la dite session essentiellement budgétaire. Le conseiller René Ngongo, rapporteur de cette institution, a donné l'économie de cette cérémonie à la presse. Ce calendrier a été préparé par la conférence des présidents et comprend plusieurs matières, notamment les matières qui vont être traitées en plénière, notamment les arriérés par rapport aux avis qui n'avaient pas été finalisés. Il y a notamment deux avis sur la régulation de la circulation routière et sur l'éducation de base. Mais également, cette session étant essentiellement budgétaire, il y a une attention particulière pour la préparation du budget 2022. Mais ce sera aussi une occasion, comme d'habitude, de revenir sur des séances académiques, sur des thématiques comme la gouvernance, les impacts du nouveau code minier en République démocratique du Congo, mais aussi des questions sur l'agriculture. Rappelons que la session d'avril ne comprendra que 2 mois, soit avril et mai. Elle scrutera également les arriérés, entre autres les avis sur l'éducation des bases et la régulation de la circulation routière. Direction Lubumbashi, où le Raïs Joseph Kabila Kabange est allé rendre hommage à l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, décédé depuis le 31 mars en Afrique du Sud. Le corps de l'illustre disparu a été exposé en la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Jeudi 8 avril 2021 à Lubumbashi, capitale du cuivre, le Raïs Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, s'est rendu à l'église cathédrale Saint-Pierre et Paul. Son arrivée sous un soleil éclatant a été accueillie par une ambiance sympathique, assaisonnée d'acclamations nourries, preuve de la solidarité et de la compassion partagée. La fraternité a donné de la saveur à cet instant. Une fois en l'église, il a rendu un dernier hommage à Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo, archevêque métropolitain de Lubumbashi, par le dépôt de la gerbe de fleurs, suivi du recueillement devant la dépouille mortelle, en présence des responsables catholiques des Ouailles et un groupe de personnalités présentes. Feu Monseigneur a été emporté par la maladie le 31 mars dernier sur les 10h30 en Afrique du Sud, à l'âge de 79 ans. Joseph Kabila Kabange, fervent chrétien, sénateur à vie, autorité morale du Fonds commun pour le Congo, s'est dirigé vers l'archidiocèse où il a couché sa pensée dans le registre des condoléances, témoignage éloquent de la déférence envers l'illustre disparu, serviteur de Dieu infatigable qui a marqué de son vivant le Grand Katanga et le Sud Kivu. Regard étincelant de chaleur humaine et de solidarité, d'un calme olympien, le Raïs a arboré le sourire avant de retourner à la Jeep pour la résidence de Kachamata. Ainsi, jeudi 8 avril, la veille des obsèques, le Raïs a compati au chagrin que ressent l'Église catholique éprouvée. Kinshasa, de nouveau relié à la province du Kwilu, ce grâce à l'implication du conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructure. Séverine Pascal Katenda nous parle de travaux réalisés dans cette partie de la République.
La route nationale numéro 1 au PK 345 a été coupée en deux au niveau de Massamouna après les pluies diluviennes abattues dernièrement dans la province du Kwilu, a interrompu le trafic entre Kinshasa et Kwilu. Informé par cette situation, le président de la République avait dépêché ce service pour une solution immédiate, d'où les échanges entre le conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructure, David Mukeba Kalengai, avec l'Office des routes et le FONER, dont la rencontre a apporté de fruits. Cette route a été réhabilitée promptement, le trou a été remblayé, ce qui justifie sa descente à Massamouna. En attendant le grand travaux, Kinshasa est de nouveau relié de la province du Kwilu. La RN1, c'est la colonne vertébrale routière de la RDC. Nous avons été dépêchés ici, mais avant de quitter Kinshasa, quelques solutions ont déjà été entreprises par l'Office des routes qui a reçu l'ordre de la direction du cabinet du chef de l'État pour pouvoir disposer des fonds afin de pouvoir apporter des solutions à ces problèmes. Avant de quitter Massamouna, le conseiller principal du chef de l'État, David Mukeba Kalengai, a visité la route de Bondo, qui connaît un affaissement d'Indalo et promet une réhabilitation d'ici peu. Voilà, retenez aussi que le coordonnateur du mécanisme de suivi a pris l'engrais récemment avec la chef de la MONUSCO. Au menu des discussions, la situation préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis quelques jours, des manifestations font rage à Beni et Butembo pour exiger le départ de la MONUSCO, accusée de passivité et complicité face à la recrudescence des massacres des civils dans la région. C'est dans ce contexte tendu, mêlé à la méfiance entre la population et la mission des Nations Unies, que la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a rencontré le coordonnateur du mécanisme de suivi de la COCAD, Claude Ibalanki Kolomba, qu'entourait son adjoint Patrick Mutombo et quelques membres de son cabinet. Au-delà de simple civilité, la situation préoccupante de Beni Butembo s'est invitée au débat. Claude Ibalanki a fait part à Bintou Keïta la frustration de la population de cette partie du pays, qui ne s'explique plus la présence de la MONUSCO à l'est de la RDC. Présentant la feuille de route pour la pacification de l'Est, le patron du mécanisme de suivi de la COCAD a relevé la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de tout mettre en œuvre pour que la paix revienne une fois pour toutes à l'Est de la République démocratique du Congo, avant d'insister sur la mise à disposition du Fonds de consolidation de la paix. Très attentive, Bintou Keïta partage la frustration de la population et considère que cette colère est un appel à faire quelque chose pour que cessent les tueries à Beni et à Butembo. Nous avons parlé bien sûr de la situation de Beni et Butembo, et par rapport à cela, nous avons axé notre conversation sur deux aspects majeurs qui concernent la finalisation de processus DDR qui avaient déjà commencé notamment dans certaines zones du pays, et aussi la mise en œuvre le plus rapidement possible du DDRCS pour la zone est du pays. Je dois présenter ma compassion et mon empathie à toute la souffrance de la population de Beni, Butembo et autres. Des efforts conjoints en ce qui concerne la programmation et la planification commune doivent être déployés pour réduire certaines frustrations qui sont du reste légitimes. La zone des libres-échanges africaines a été au centre d'un forum organisé par des universités de Mbujimaï dans le Kasaï oriental. Des opportunités qu'offre ce marché ont été présentées aux participants. On regarde. Une mobilisation maximale de la jeunesse estudiantine de Mbujimaï autour de l'intégration africaine. Une belle opportunité pour le professeur Raphaël Moussampa de rappeler à son auditoire qu'aucun pays ne saurait vivre en autarcie. La zone de libre-échange continentale, a-t-il affirmé, permet l'élargissement des marchés, l'amélioration du climat des affaires entre les pays et les échanges de technologies. Un peu partout à travers le monde, le commerce international a favorisé les échanges des biens, services et capitaux au niveau régional ou sous-régional. C'est le cas de l'Union européenne, de l'ALENA qui regroupe les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et notre marché, et pas le moindre, c'est l'ASEAN, la zone de libre-échange d'Asie de l'Est. La position géostratégique de la République démocratique du Congo, au centre de l'Afrique, plaide pour son adhésion au marché africain.
Pour soutenir sa démarche, le directeur général de l'ISC Mbujimaï, le professeur Raphaël Moussampa, a cité quelques avantages liés à ses choix politiques et économiques. Il s'agit de l'amélioration de la qualité des services à la suite de la concurrence. Le marché des affaires, certes, mais capable de favoriser aussi l'amélioration des relations politiques et sociales. Il va falloir mobiliser l'administration publique de la RDC pour répondre aux défis de la zone